Je t'en prie, tu ne dois pas te laisser envahir aussi facilement par l'anxiété. Si. Si, je suis constamment avec toi par la pensée. Mais oui, je le sais. Je le sais. Le temps résoudra tous ces problèmes, tu peux me croire. Elvira, il faut que je raccroche. Oui. Oui, je le souhaite aussi. Oui. Oui, entrez. J'ai besoin de votre signature, monsieur Jorgensen. Oui, qu'est-ce que c'est? Tous les décomptes de Mangold. Le relevé de frais des marchandises livrées. Ah oui. Tenez, voilà. Ah, au fait, comment va votre fils, madame Bach? Il a réussi à obtenir une bourse. Il devra partir pour 1 an. En Amérique. Oui, il va sûrement beaucoup vous manquer. Oh. Oui, vous savez. Quand on divorce, les enfants sont tout ce qui nous reste. L'étude de cette affaire m'a pris beaucoup de temps. J'ai été obligé de passer toute une nuit dessus. Bien, alors posez ça là. Si vous voulez mon avis, cette affaire ne souffre aucun retard, monsieur Jorgensen. En ce moment, je n'ai pas la tête à ça, Giller. Les représentants de la Suisse et de l'Autriche sont là. Cette affaire pourrait nuire considérablement à la réputation de notre société. Voyons, il ne faut tout de même pas exagérer, Giller. Notre société a supporté beaucoup d'autres turbulences bien plus graves. Des turbulences, oui, mais ceci est d'une autre ampleur. C'est entendu. Dès que j'en aurai pris connaissance, nous en parlerons. D'accord? D'accord? Oui, entrez. Qu'est-ce que Giller faisait encore ici? Ce Giller, comme tu dis, fait tout simplement son travail. Exactement comme toi, tu fais le tien. Il me tape sur les nerfs. En tout cas, c'est le meilleur conseiller financier qu'il m'ait été donné de rencontrer. Tu ne m'enlèveras pas de l'idée qu'il vise ton fauteuil. Tiens, tiens. Eh bien, dans ce cas, qu'il le prenne. Excuse-moi, mais ce type m'énerve. C'est sa façon d'être qui m'agace. Tu penses toujours qu'il se fait une montagne de tout? Oui. Ah, si tu le dis. Malgré tout, tu devrais essayer de l'accepter. C'est un acte de générosité que je ne peux pas me permettre. Dis-moi au fait, Alf, cette fameuse affaire avec Mülheimer et Knechtel, est-ce que tu peux me dire comment ça a marché? Bien, très bien. Ils m'ont garanti que la construction du 3e étage serait terminée dans 1 semaine. Ils seront obligés de travailler la nuit, mais l'entreprise ne sera pas dérangée. C'est parfait, excellent travail. On se voit ce soir? Quoi? Oui, oui, bien entendu, avec plaisir. Alors à plus tard. Je veux que tu laisses tomber cette petite traînée. Ça ne peut plus continuer comme ça. Je ne supporte plus cette situation. Ça fait 3 ans que ça dure et ça me rend malade. Ça n'a pas à te rendre malade. La vie est faite de séparation, comme par exemple l'été et l'hiver. Je n'ai pas envie qu'on se sépare. Je crois pourtant que tu ne vas pas avoir le choix. Oh si, je l'aurai. J'aurai le choix. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, tu entends? Crois-moi, je tiendrai le coup. Je ne peux plus vivre avec toi. C'est pourtant simple.
mon Dieu, 30 ans, c'est long. Chaque jour, je m'étiole à tes côtés. Je n'ai plus... Enfin, je manque d'enthousiasme. La vie m'ennuie. Ne me demande pas pourquoi. Je crois que je vais quitter cette maison dès demain. Tu peux la garder. Je m'engage à finir de la régler. Je la réglerai. Pas toi. Alors, est-ce que je te plais? Tu es vraiment merveilleuse. Comme toujours. C'est encore une nouvelle robe? Klaus prend plaisir à me couvrir de bijoux et de nouvelles robes. Bonsoir. Bonsoir. Cette première était vraiment dénuée d'intérêt. J'avoue que je me suis ennuyé à mourir. Pas vous? Merci. Je ne comprends pas pourquoi les auteurs se croient obligés de transposer des pièces classiques à notre époque. Des tondeuses à gazon. Des robots, des jeux vidéo, mais enfin, ça n'a vraiment aucun sens. Eh bien, moi, ça m'a plu. Vraiment. Vous manquez d'ouverture d'esprit. La critique, c'est littéralement jeter dessus. Non, attends une minute. Le fait que la critique se jette dessus ne veut pas forcément dire que la pièce soit bonne. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart. Mon Dieu, comme ils sont amoureux tous les deux. Oui, il est très amoureux. Et ta demi-sœur ne l'est pas? Je crois que ça lui fait plaisir qu'il se montre aussi enthousiaste avec elle. Il passe son temps à la couvrir de cadeaux. Tu veux dire qu'elle profite de son amour? Non, j'ai pas voulu dire ça. Mais on dirait que leur liaison t'ennuie. Non. Alors tu trouves ça ridicule? Oui, c'est possible. Moi aussi, j'aime bien les cadeaux. Bien, allons danser. Pas maintenant. Maintenant ou jamais. In love forever, it turned out so right for strangers in the night. Voilà, c'est la dernière fois que je te quitte pour rentrer chez moi. Demain, je m'installe à l'hôtel. Et la semaine prochaine, nous visiterons des appartements. J'ai déjà pris toutes mes dispositions. Est-ce que c'est une promesse? Oui. Et Alf? Est-ce que je peux le lui dire? Non. Bonne nuit. Bonne nuit, Klaus.
Salut. Eh, cette clé est à vous. Eh, réveillez-vous, monsieur. Pas de traces de balles, pas de piqûres, pas de strangulation. Et pourtant, il est mort. Peut-être une crise cardiaque. Je préférais que ce soit ça. Bon, on verra plus tard. J'ai trouvé ça dans sa poche. De la digitaline? Intéressant. C'est pour le cœur. Attendez, c'est pour ça qu'on m'a fait tomber du lit? C'est incroyable. Bonjour. Bonjour. Vous pensez qu'on viendrait ensemble? C'était pas possible. Je crois qu'on s'est déplacé pour rien. Bon, cet homme s'appelle Klaus Jurgenson. Il a 55 ans, ses papiers, 500 marques en liquide, des cartes de crédit. Apparemment, tout est là. Un patineur a trouvé ça devant le banc. Ça pourrait appartenir à ce Jurgenson. Il y a une Jaguar qui est garée pas très loin. Je vais aller m'en occuper. Fais donc ça. C'est peut-être un infarctus. Il avait de la digitaline sur lui. Il y a des traces derrière le banc. Des branches du buisson ont été brisées. D'autre part, nous avons trouvé un bouton de son blazer sur le sol et cette épingle de cravate. Ça pourrait venir du revers qui est déchiré. Regardez donc un peu son pantalon et ses chaussures. Ils sont couverts de terre. La carte grise correspond bien à la Jaguar. J'ai le rapport du légiste. D'après l'autopsie, Jurgenson est mort d'une... d'une intoxication due à un abus de digitaline. À un empoisonnement. La digitaline est un glycogène puissant, rapide et efficace, dont l'utilisation thérapeutique dépend du dosage. Ce qui signifie qu'un surdosage ou un sous-dosage peut le rendre dangereux ou inefficace. C'est exact. De plus, Jurgenson a une côte cassée et un important hématome sur l'épaule droite. Ce serait un meurtre? Mais voyons, qui aurait voulu l'éliminer? J'ai juste parlé d'une éventualité. Quand avez-vous parlé à M. Jurgenson pour la dernière fois? Attendez, je l'ai vu hier après-midi quand je lui... Je vous prie de m'excuser. Qu'est-ce qui lui arrive? Vous venez pour mon mari, n'est-ce pas? Il est mort. C'est bien ça. Ça n'a pas l'air de vous surprendre. Comment est-ce arrivé? Empoisonnement à la digitaline. Nous avons trouvé ceci dans la poche de votre mari. Comme vous voyez, il manque exactement 7 comprimés. Il est possible que votre mari ait été victime d'un meurtre. Nous devons envisager cette éventualité. De la digitaline. Oui, en effet, mon mari a fait un infarctus il y a environ 3 ans. Pendant un certain temps, il a pris ce médicament. Mais depuis qu'il s'est remis à faire du sport et qu'il ne fume plus du tout, il n'a plus eu aucun problème. Il avait arrêté ce médicament depuis déjà pas mal de temps. Qu'essayez-vous de m'expliquer? Rien. Y a-t-il quelqu'un dans son entourage à qui sa mort pourrait profiter? Vous allez sans doute me demander où j'ai passé la soirée, n'est-ce pas? J'allais justement vous le demander. J'étais ici, seule, comme souvent ces derniers temps. Mon mari fréquente... Ouais, depuis quelque temps, il a une liaison. Vous savez avec qui? Je sais seulement qu'il s'agit de la demi-sœur d'un de ses très proches collaborateurs. Ce n'est pas ce que vous croyez. Vous lisez dans mes pensées? C'est contre la douleur. C'est pour ça que vous êtes parti? Mais je peux savoir ce que c'est? C'est de la morphine. Que savez-vous au sujet de la mort de votre patron? Je sais ce que vous m'en avez dit, mais je ne vous crois pas. Désolé, mais je ne sais rien. Vous avez vu M. Jurgenson pour la dernière fois hier après-midi?
Oui. Oui. Et ensuite, de quoi avez-vous parlé tous les deux? Eh bien, nous avons parlé de diverses choses concernant le travail, des choses importantes pour la société. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Donc, d'après ce que vous avez pu voir, aucun signe ne pouvait laisser penser que M. Jurgenson avait de quelconques difficultés. Non, pas que je sache. Hier soir, nous sommes allés ensemble au théâtre, ensuite dans une discothèque. Il m'a fait très bonne impression. Il avait l'air en excellente santé et de très bonne humeur. Je crois que vous étiez son bras droit. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, j'aurais dû reprendre l'entreprise petit à petit. Je devais me familiariser avec le monde des affaires. Ça veut dire aussi que j'étais présent pour toutes les décisions importantes. En tout cas, sa mort est incompréhensible. Qui aurait pu avoir un quelconque intérêt à ce que M. Jurgenson... Personne. Enfin, personne que je connaisse. Vous saviez déjà ce que j'allais vous demander? Oui, c'était facile à deviner. Klaus était vraiment un patron modèle. Il était très aimé ici. Excusez-moi, Monsieur Pontigny, Embacher est au téléphone. Il dit que c'est urgent. Notre homme de Hong Kong. Passez la communication dans mon bureau. Entendu. Excusez-moi, ça ne sera pas très long. Bureau de Monsieur Jurgenson, je vous écoute. Un instant, s'il vous plaît. On vous demande au téléphone. Merci. Vous pouvez sortir, Madame Bach. Nous arrivons tout de suite. Oui, Ayman? Non, pas encore. La sœur de Pontigny. Oui, d'accord, je comprends. Oui, c'est entendu. Où? Très bien, d'accord. Est-ce que vous saviez que la demi-sœur de M. Pontigny avait une liaison avec M. Jurgenson depuis des mois? Tout le monde le savait. Il ne faisait aucun mystère. D'ailleurs, Madame Pontigny est venue ici plusieurs fois. La femme de Monsieur Jurgenson en était très jalouse. Ça l'irritait au plus haut point. Autre chose? Non, rien d'autre. Vous avez posé une question à laquelle j'ai répondu, c'est tout. Stop. En arrière. Doucement là, s'il te plaît. Elvira, il faut que je te parle tout de suite. Ah, quelle agréable surprise de te voir. Viens avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Pas ici, viens. Continue sans moi. Tu sais, j'ai pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Je t'écoute. Klaus est mort.
On l'a retrouvé ce matin au jardin anglais. Empoisonné à la digitaline. Bien qu'on n'ait encore aucune preuve flagrante, on ne peut pas exclure un assassinat. On l'aurait tué. Oui, tout à fait. J'avoue que je suis un peu désemparé. Je connais la plupart de ses amis, de ses collègues, qui auraient pu avoir intérêt à le... Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? On est allé chez moi, comme d'habitude. Il avait des soucis. Il m'avait annoncé qu'il allait quitter sa femme. Cette situation le mettait sur les nerfs. Je crois aussi qu'il avait peur. Peur de qui? D'elle. Je suppose qu'elle était très malheureuse. Et moi? Tu t'imagines que je sautais de joie quand il allait retrouver sa femme tous les soirs? Bonjour, Madame Pontini. Je m'appelle Kress. Nous sommes de la police criminelle. Et mes collègues, Hyman et Johnson. Pourquoi ne pas nous avoir dit que votre sœur avait une liaison avec Monsieur Jurgenson? Parce qu'à mon avis, ça n'a rien à voir avec sa mort. Pourquoi êtes-vous parti du bureau aussi vite? Parce que je tenais à informer ma sœur personnellement. Je suis désolé, Madame Pontini, mais nous avons quelques questions à vous poser. Hier soir, Monsieur Jurgenson s'est disputé avec son épouse. Il était question d'une séparation imminente. Et elle n'était pas d'accord. Et que vous a dit Monsieur Jurgenson? Il était très inquiet. Connaissez-vous Madame Jurgenson? De vue, oui. Avez-vous des soupçons? Pensez-vous qu'il s'agisse d'un meurtre ou d'un suicide? Madame Pontini, encore une question. Quand avez-vous vu Monsieur Jurgenson pour la dernière fois? C'était cette nuit. Quand il m'a quitté, il était 2 heures environ. C'est complètement aberrant de se promener avec de la digitaline sans raison valable. On ne prend ce traitement qu'après un examen de sang approfondi, afin de déterminer le dosage nécessaire. Ensuite, on doit diminuer les doses. Prendre de la digitaline sans consulter son médecin traitant est dangereux pour la vie. Et en plus, ça a un goût amer. Et si quelqu'un avait voulu administrer ce médicament à Jurgenson contre sa volonté, et il n'aurait pas pu le faire? Si, dans un potage aux champignons. Dans un potage aux champignons? Oui, ça masque le goût. Mais enfin, un potage dans un parc, c'est pas évident. Du nouveau? Nous émettons des hypothèses sur le fait que quelqu'un aurait pu faire avaler la digitaline à Jurgenson sans lui demander son avis. Et alors? Eh ben alors, rien. Et toi? Eh bien, moi, j'ai fait le trajet en voiture depuis l'appartement de Madame Pontini jusqu'au jardin anglais, et il m'a fallu 20 minutes. Et la nuit, ça doit être encore plus rapide. Si Jurgenson a quitté l'appartement de Madame Pontini à 2 heures, comme elle l'a dit, et qu'il soit mort entre 3 heures et 3h30, eh bien, il avait largement le temps d'aller faire sa petite promenade avant de prendre le médicament qui l'a tué. Et toi, qu'est-ce que tu en conclus? Moi, j'en conclus que si la femme de Jurgenson avait effectivement prévu de supprimer son mari en utilisant cette méthode, elle se serait d'abord procuré un alibi en béton avec ou sans potage aux champignons. Potage aux champignons? Oui, laisse tomber. D'autre part, je vous signale qu'un couple marié depuis plus de 30 ans ne se rencontre pas à 2 heures du matin dans un parc. Bonjour, monsieur. Restez assis, je vous en prie. Je m'appelle Kress et j'aimerais apprendre de votre bouche la raison pour laquelle vous nous avez caché les irrégularités dans la comptabilité de votre société. De quelles irrégularités parlez-vous? Des marchandises disparues pour une somme de 280 000 marks. Hier, je vous ai bien remis les dossiers en question, n'est-ce pas, monsieur Geller? Madame Barr, c'est la énième fois que vous vous inquiétez sans raison. La prochaine fois, je vous prierai de venir me voir avant d'affirmer des choses aussi graves et préjudiciables pour l'équilibre de notre entreprise. Mais, monsieur Geller, je pensais seulement... Vous nous plongez dans de grosses difficultés. La mort de monsieur Jurgenson nous a tous beaucoup touchés. Mais ce n'est pas une raison pour alerter la police pour rien. Je n'ai fait que mon devoir. Je suis une collaboratrice honnête et loyale.
Je vous prie de m'excuser. Les soi-disant irrégularités dont elle vous a parlé se sont révélées n'être que simplement de toutes petites erreurs de communication. Oui, je sais, ça doit vous sembler ridicule, mais... Madame Bach nous a dit que, d'après elle, la mort de M. Jurgenson aurait un rapport direct avec ces marchandises disparues. Vous devez vous douter que je me suis renseigné. Notre service d'expédition a une fois de plus travaillé en dépit du bon sens. Je vous assure que toutes les marchandises sont là. Je suis ravi pour vous que tout soit en ordre, monsieur Giller. Bonne journée. Désolée. Ça fait 20 ans que je travaille dans cette entreprise. Je suis devenue chef comptable. J'ai toujours fait mon travail. Et maintenant, on me casse les reins. Il faut que je me laisse écraser. Parce que... Nous allons examiner tout ça, Madame Bach. Et si vous vous êtes trompée, eh bien, ce n'est pas une catastrophe. Je ne me suis pas trompée, j'en suis sûre. Et Giller en est conscient. Je vais vous dire quelque chose, monsieur Johnson. Johnson. On nous cache certaines choses. Des choses pas normales. Il va falloir vous expliquer clairement. Bien sûr qu'il y a parfois des malentendus, des difficultés de communication, mais ça c'est normal. C'est le lot de toutes les grandes sociétés. Mais des irrégularités, non, ça jamais. Je vous en prie, asseyez-vous. Non, merci. Vous savez ce qui m'agace? Tous les collaborateurs de M. Jurgenson ont des louanges plein la bouche. Reconnaissez que de nos jours, c'est plutôt inhabituel. Oui, vous avez raison. En fait, est-ce que vous connaissez Madame Jurgenson? Bien sûr que je connais Madame Jurgenson. Elle a toujours été terriblement jalouse de ma sœur. Elle est dépressive, mais elle n'a rien d'un meurtrier. Et à votre avis, qui pourrait avoir le profil d'un meurtrier? Je ne saurais le dire. Je pense que je ne saurais pas par qui commencer. Allons, essayez. Vous êtes véritablement quelqu'un d'obstiné. Je suis désolé, Monsieur Kress, mais je ne peux pas vous aider. Où étiez-vous à l'heure où M. Jurgenson a trouvé la mort? Chez moi, sans témoin. Oui, désolé, mais c'est encore nous. À votre agence, on nous a dit que vous aviez pris une journée de congé. Je n'arrivais plus à me concentrer. Comment comptiez-vous y arriver? En me promenant. Que diriez-vous d'une tasse de café? Merci. Eh bien, Madame Pontini, je puis vous demander de faire défiler devant nous les images de cette dernière soirée. Est-ce que quelque chose aurait particulièrement attiré votre attention? Il y avait une voiture. Quand Klaus est parti, je suis allée à la fenêtre. Il aimait que je le fasse. Il me faisait toujours un dernier signe. Quand il a démarré, cette voiture l'a immédiatement suivi. La marque, la couleur, le numéro? Je crois que c'était une Subaru. Elle était foncée, peut-être bleue, enfin une voiture ordinaire. Mais je n'ai pas vu le conducteur. Et je n'ai pas fait attention au numéro. Est-ce que cette voiture a effectivement suivi celle de M. Jurgenson? Oui. Lorsque Klaus a démarré, les phares de cette voiture se sont aussitôt allumés. Et il est parti juste derrière Klaus. Quelle heure était-il? 2 heures environ.
Oh, les jolies fleurs. Merci. Assieds-toi, tu me rends nerveuse. Je peux savoir ce que ces policiers te voulaient? J'ai dit à Kress qu'hier soir, j'avais remarqué la présence d'une voiture qui avait démarré juste derrière Klaus. Quelle sorte de voiture? Elle était foncée. Je crois que c'était une Subaru. Alors, il a voulu savoir s'il y avait une face cachée dans la vie privée de Klaus, c'est tout. Et est-ce qu'il y en avait une? Non. Il a toujours été un père pour moi. C'est curieux, tu te conduis parfois comme si tu étais le directeur de l'entreprise. Et alors? Ça ne saurait tarder. Je me sens misérable. Tu l'aimais donc vraiment? Tu veux que je reste cette nuit? Oui, je veux bien. Il faut que je fasse un saut au bureau. Depuis que Klaus est mort, on dirait qu'ils ont perdu la raison. Dépêche-toi, je t'attends. Bonsoir. 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 Monsieur Galitsak, j'ai une question à vous poser. Je vous en prie, monsieur Pantini. Pouvez-vous me dire lequel de nos employés conduit une Subaru? Oui, nous avons une plainte au bureau. De quelle sorte de plainte il s'agit? Elle est mal garée. Ici, dans le garage. Et il faut le faire pour se garer de travers dans le garage. Alors, il y a Madame Samer du bureau du personnel qui en conduit une. Il y a également Monsieur Gila. Merci. Derrière.
Il faut noter les heures supplémentaires, monsieur Guiller. Est-ce que vous l'auriez oublié? Qu'est-ce que vous faites ici à cette heure? Vous voyez bien que je suis occupé. À cette heure? Ça doit être de la plus haute importance. La comptabilité m'a livré des chiffres qui ne peuvent pas être justes. Je crois que Madame Bach a perdu la tête avec cette histoire. Cette histoire? Vous parlez de la mort de monsieur Jurgensen? De quel chiffre est-il question? Écoutez, à votre place, je ne me préoccuperai pas de ce genre de broutilles, monsieur Pontini. Surtout maintenant que votre très vénéré monsieur Jurgensen a passé l'arme à gauche, vous feriez bien de garder vos forces en prévision de la prochaine grande échéance qui sera bientôt là. Vous pouvez compter dessus, Guiller. La seule chose qui me dérange pour cette échéance, c'est vous. Mais j'essaierai de faire avec. Avant que le conseil d'administration se réunisse, vous devriez peut-être croiser les doigts, monsieur Pontini. Il n'y a pratiquement personne dans cette société que Madame Bach n'ait pas critiqué. Pour elle, les secrétaires ne sont que des commères malveillantes. Le conseiller financier est un homme sans cœur. Quant à Pontini, elle le trouve arrogant, prétentieux et incompétent. Elle n'en a que pour Jurgensen, son monsieur Jurgensen. C'est bien le seul qu'elle ait ménagé. Apparemment, elle le porte dans son cœur. Il ne pourra plus lui nuire. Et elle reste persuadée que des marchandises d'une valeur de 280 000 marks ont disparu des listes. Bien. Et là-bas, comment est-ce que ça se passe? J'ai examiné de près tous les gens qui évoluent autour de monsieur Jurgensen. Tacomer est exactement comme Selikos, qui est comme Weinhardt. Elle est là depuis des années et tous ses chefs ont toujours été satisfaits de son travail. C'est un pilier de la société. Alf Pontini, il n'avait jamais travaillé jusqu'à ce qu'il réussisse à monter à l'étage du directeur. Oui, le type même de l'arriviste. Certains considèrent qu'il a des capacités, mais pour Madame Bach, ses relations avec ses collaborateurs sont quasi inexistantes. Il n'a aucune expérience. Le conseiller financier Guiller, ah oui, alors lui, il a une grande carrière très droite. En tout cas, d'après les déclarations de son ancien chef, il n'a pas l'esprit d'équipe. Il n'a jamais eu de problème, mais il conduit une Subaru bleu foncé. Et il se pique à la morphine. Comment est-ce possible? Un drogué qui travaille comme conseiller financier dans une telle entreprise? Il a eu un accident, il est tombé d'une échelle. Il y a 6 ans, on n'a jamais su comment ça s'était passé, mais il a gardé des séquelles à la colonne. Et où trouve-t-il sa cam? La morphine, c'est pas donné. La morphine lui est prescrite. J'ai cru comprendre qu'il avait un médecin compréhensif. Et combien coûte la compréhension? Je ne sais pas, mais il le conseille pour tous ses problèmes juridiques. Ouais, une main lave l'autre. Alors nous allons voir si les mains de Guiller sont vraiment propres. Bonsoir, monsieur Guiller. On peut entrer? Oui, je vous en prie. Monsieur Guiller, vous conduisez bien une Subaru? Oui. Lorsque monsieur Jurgensen a quitté l'appartement de madame Pontini la nuit dernière, l'avez-vous suivi avec votre voiture? Je n'ai pas d'alibi pour la nuit dernière, si vous voulez le savoir. Monsieur Guiller, nous avons la déposition d'une passante digne de foi. Vous dites donc que vous n'avez pas suivi monsieur Jurgensen la nuit dernière? Absolument. Dans ce cas, je vais vous demander de nous suivre au commissariat pour une confrontation. Bien. Parfait. Finissons-en. Mais madame Pontini a dit qu'elle n'avait pas pu voir le conducteur de la voiture. Et moi, je sais, alors ça te dérange?
suis persuadé qu'il n'a rien fait. Eh bien, moi, je ne suis pas de ton avis. Tu n'as pas vu comment il transpirait quand on l'a amené ici? Asseyez-vous, monsieur Gillard. Ah, oui. Ça n'est pas très bon pour vous, monsieur Gillard. Voulez-vous faire une déclaration? Quel genre de déclaration? Dites-moi, vous ne remarquez pas que l'étau se resserre? Vous ne pensez tout de même pas que j'ai assassiné M. Jorgensen, monsieur le commissaire? Mais ce que je pense n'a aucune importance. Vous savez, monsieur Gillard, au-dessus de moi, il y a le juge d'instruction, les experts, les avocats et tous les jurés. Vous pouvez appeler votre avocat si vous le souhaitez. Écoutez, si vous me soupçonnez, vous n'avez qu'à m'arrêter. Mais si vous ne m'arrêtez pas, alors là, moi, je peux m'en aller. Henri. Oui? Appelle tout de suite le juge d'instruction de service. Nous avons besoin d'un mandat d'arrêt au nom de Heinz Giller, né le 8 juillet 1944 à Baden-Baden. On occupe, Léo. Bien. Et pour le motif, bah, nous dirons sérieuse présomption de meurtre. Bien entendu, à présent, vous pouvez appeler votre avocat, monsieur Giller, car je vous arrête. Écoutez, Oui, vous disiez? Oui, j'étais là. Où? Devant la maison de Madame Pontigny. Seulement, ce tour en voiture n'était pas sans raison. Madame Barr n'a pas menti. Ces irrégularités existent bel et bien. Je le savais. Oui, alors j'ai voulu remettre le dossier à M. Jorgensen immédiatement. Je ne voulais pas que l'affaire monte plus haut avant qu'il n'ait pu s'expliquer sur le sujet. Et comme il ne réagissait pas, alors j'ai décidé de lui en parler en dehors de la société. Vous reconnaissez que la nuit dernière, vous avez suivi M. Jorgensen en voiture? Eh bien, non, pas directement, non. Mais comment peut-on suivre quelqu'un indirectement? Écoutez, comme je vous l'ai dit, mon intention était de lui parler. En pleine nuit? Devant la maison de sa maîtresse? Mais 280 000 marks, ce n'est pas une petite somme. Monsieur Jorgensen avait détourné cet argent. Et je voulais lui donner la possibilité de régler cette histoire avant que le conseil d'administration ne mette son nez là-dedans. Oui, paragraphe 6, alinéa 3.14 de notre règlement intérieur. Il est prévu que dans le cas où de sérieux soupçons pèsent sur un employé et mettent la société en danger, j'ai pour devoir, c'est pas facile, d'informer immédiatement le conseil d'administration. Et pourquoi vous nous racontez ça maintenant? Essayez de vous mettre à ma place. Ce n'est pas si simple. Hein. Je remets des preuves accablantes contre lui à M. Jorgensen. Je passe la soirée à le surveiller pour réussir à lui parler. Et le lendemain, on le trouve mort. Vous accusez M. Jorgensen d'avoir détourné tout cet argent? M. Jorgensen couvrait Mme Pontigny de présents depuis des semaines. La voiture, l'appartement, les fourrures, les bijoux. Et des voyages à l'autre bout du monde. Et vous pensez que ça dépassait les moyens financiers de votre patron? Tu ne peux pas rester toute seule. Tu n'y es jamais arrivée. Non, je n'aime pas être seule. Et tu le sais très bien. Au moins, nous deux, on n'a jamais de problème ensemble. J'ai toujours eu du mal à te partager avec quelqu'un. Oh. Tu ne vas pas me dire que le verre brisé porte chance? Pas le verre brisé, mais toi. Toi, tu me portes chance. Et Christine, qu'est-ce qu'elle en dit? Ne t'inquiète pas pour elle.
Tu attends quelqu'un? Non. Excusez-moi de vous déranger aussitôt. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai trouvé ceci dans les affaires de mon mari. C'était très certainement pour vous. Qui c'était? C'était Madame Jurgenson. Elle vient de m'apporter ça. Il ne manque pas de cran. Regarde, elle est gravée. Stranger in the night. Stranger in the night. C'est elle qui l'a assassiné. Et revoilà Cress. Apparemment, il attendait Madame Jurgenson. Cress? Oui, tu sais, le type de la criminelle. Qu'est-ce qu'il nous veut encore? Quand ils n'ont rien, ils essaient de se rendre intéressants. Allez, viens déjeuner. Alors, vous ne me demandez pas ce que je faisais chez Madame Pontigny? Non. Par contre, je vais vous demander si vous pouvez imaginer votre mari en train de voler 280 000 marks à sa société. Oh, si vous voulez parler des cadeaux que mon mari faisait à cette Madame Pontigny, pour une femme, il n'aurait jamais pris de tels risques. C'était pas du tout son style. Et d'après vous, est-ce qu'il pouvait avoir des ennuis quelconques? Vous avez le droit de faire toutes les spéculations que vous voulez. Ça entre dans vos attributions pour trouver le meurtrier. Bonjour, mesdames. Monsieur Pontigny, on vous attend dans la salle de conférence. Ces messieurs de la police criminelle sont là. Dans la salle de conférence? Oui. Si ma sœur appelle, veuillez noter le numéro où je pourrais la joindre. Oui, monsieur Pontigny. Tu as bien pris toutes les données? Oui, je les ai en tête. Bonjour. À quoi rime cette assemblée? Cette assemblée va nous aider à conclure notre enquête. Bien, Monsieur Giller a remis ce document à Monsieur Jurgenson dans l'après-midi qui a précédé sa mort. Savez-vous ce qu'il y a dedans? Non. D'après le contenu de ce dossier, tout nous porte à croire que Monsieur Jurgenson a détourné 280 000 marks. Non, c'est impossible. Vous nous avez dit que vous preniez toujours part à toutes les décisions importantes de la société, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Monsieur Giller, allez-y. Monsieur Pontigny a toujours été mieux informé que Monsieur Jurgenson en ce qui concerne les chiffres. À la fin, Jurgenson prenait seul les décisions. C'est encore heureux. Quoi? Madame Bach? J'ai mis du temps avant de comprendre ce qui se passait ici. Il faut de grandes connaissances en comptabilité pour manipuler les chiffres et les mouvements de marchandises. Vous pouvez nous expliquer ça? C'est une des failles du système. Il faut avoir une mentalité spéciale pour faire ça. Et un instinct criminel. Je ne vous permets pas, Madame Barr. Je vous en prie. Elvira? Mais... Madame Jurgenson. Oui. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi impliquez-vous ma sœur là-dedans? Il s'agit de la mort de Monsieur Jurgenson et de 280 000 marks, Monsieur Pontigny. Bien sûr que j'étais au courant pour l'argent. Mais je voulais le protéger. J'ai espéré jusqu'à la fin qu'il réussirait à se sortir d'affaire. Il est probable qu'il n'avait pas d'autre issue et qu'il s'est donné la mort. Je ne trouve pas d'autre explication. Ce détournement allait provoquer un gros scandale et mettre un terme à sa carrière. Mon mari disposait d'une importante fortune personnelle. Il n'avait pas besoin de détourner de l'argent.
Et ce, malgré les exigences de votre petite sœur. Madame Bach, combien de fois avez-vous vu M. Jorgensen utiliser un ordinateur pour travailler? Très peu. Il n'y connaissait rien. C'était pas son truc. Alors, qui est le spécialiste en informatique parmi vous? M. Diller, M. Pontini? M. Diller? C'est absurde. Je n'ai rien à voir là-dedans. C'est ma phrase préférée, M. Pontini, je suis heureux de l'entendre. Vous avez une formation de programmateur, c'est bien exact? Oui. La manipulation informatique qui a permis le détournement de cet argent a été faite par un spécialiste. Qu'est-ce que vous racontez? Vous avez utilisé l'amitié de M. Jorgensen pour vous servir, pour assouvir votre passion pour l'argent. C'est bien cela, n'est-ce pas? Mon salaire me suffit. Est-il suffisant pour vous offrir une voiture de 150 000 marks par an? M. Jorgensen vous a toujours couvert. C'est vous qui avez fait cette manipulation et personne d'autre. Il y a donc un rapport direct entre la mort de M. Jorgensen et ce, comment dire, ce détournement. Et lequel, je vous prie? Jusqu'où avez-vous suivi M. Jorgensen la nuit qui a précédé sa mort, s'il vous plaît, M. Diller? Je suis allé jusqu'au jardin anglais. Et qu'est-ce que vous avez pu constater? Eh bien, M. Jorgensen a garé sa voiture sur le bas-côté et il est descendu. Alors? La suite? Alors j'ai décidé de le suivre. M. Jorgensen devait sûrement attendre quelqu'un, car lorsque j'ai voulu m'approcher de lui afin d'essayer de lui parler, j'ai vu arriver une autre personne. Alors je me suis retiré tout de suite. Pouvez-vous nous dire qui était cette personne? Mais voyons, cet homme ment. C'est vous qui l'avez assassiné. Vous devez sûrement avoir des yeux de lynx, M. Diller, pour arriver à reconnaître quelqu'un la nuit dans un endroit qui n'est pas éclairé. Vous avez tout au plus réussi à voir une silhouette. En tout cas, j'ai vu que c'était lui. Vous ne voyez pas qu'il a inventé cette histoire? Ça suffit maintenant. Vous venez tous les deux au commissariat. Non. Non, Alf est innocent. Il ne pourrait pas faire de mal à une mouche. Mais qu'est-ce que tu racontes? Arrête tout de suite, c'est insensé. Klaus m'a parlé de 280 000 marks. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas couvrir mon frère, que c'était trop dangereux pour lui. Alors, lorsqu'il est parti de chez moi, la nuit de sa mort, je l'ai appelé dans sa voiture pour lui demander de reparler de cette affaire. Et on s'est donné rendez-vous au jardin anglais, là où nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans. J'ai dit à Klaus que s'il te dénonçait, je n'accepterai plus jamais de le revoir. Alors ça l'a tellement énervé que... Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a frappé. Alors j'ai couru, je me suis enfuie dans les buissons sans me retourner. Il est revenu me chercher. Je l'ai repoussé à nouveau. Alors il s'est laissé tomber sur le banc. C'était trop triste. Je me suis assise à côté de lui et il a dit que si je décidais de le quitter, il en mourrait sûrement. Il avait déjà les comprimés dans la main. La digitaline? Oui. Je n'ai pas branché quand je l'ai vu avaler les comprimés un par un. Je ne voulais pas qu'il détruise ta vie.